Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans, suivre ces nouveaux numéros de votre émission Au cœur de la société. On reçoit pour vous sur ces plateaux le docteur Victorine Ngwalo. Elle est, je dirais, directeur général de l'hôpital Anémie Mixte SS, communément connu sous le nom de Mabanga, hôpital du centre de Yolo, où on traite les enfants atteints de ces, je dirais pas phénomènes, mais plutôt complications biologique ou encore du corps humain, comme vous le savez. Alors sur ces plateaux, j'ai en face de moi Madame Victorine Ngwalo. Elle est médecin, c'est elle qui gère cette institution à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Patrick. Alors Madame, c'est tous les plaisirs pour nous de vous savoir ici avec nous pour nous accompagner et surtout faire découvrir à nos téléspectateurs qui vous êtes et surtout ce que vous faites. Mais en attendant, qui est réellement docteur Victorine Ngwalo? Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Madame Ngwalo Victorine. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je suis médecin directeur du centre de médecine mixte d'Anémie SS, qui est beaucoup plus connu sous le nom de l'hôpital Mabanga. Je suis membre de la Société congolaise de la drépanocytose, donc une société qui réunit les experts, les chercheurs et les praticiens en drépanocytose. Je fais partie là vraiment en dehors de la médecine, je fais partie du Congrès national de finances, je fais partie des formateurs. Puis en plus de ça, je suis dans l'Union des femmes de la recherche scientifique du Congo. Là, comme en matière de femmes, il y a tant de choses. Moi, je suis plus dans la partie femmes et filles des sciences. Ok. Donc vous êtes une femme battante, une femme qui s'impose dans la société congolaise. Mais pouvons-nous connaître la filière, votre parcours universitaire? Qu'avez-vous fait à l'université? Bon, j'ai fait la médecine générale avec un diplôme interuniversitaire en drépanocytose. Ok. Et je dirais quand on parle de vous, directement, ça nous ramène à l'hôpital de médecine mixte que nous avons appelé tout à l'heure là, Mabanga, qui gère les enfants atteints de cette complication. Alors, comment se porte cet hôpital que vous gérez? Donc, l'hôpital Mabanga, c'est une institution qui date de très longtemps, avec un personnel, je peux dire, pléthorique. Cet hôpital soigne tous les malades, mais à prédominance drépanocytaire. Si je me base sur les statistiques de l'année dernière, dans 2023, nous avons reçu au moins 65% de nos malades étaient des drépanocytaires. Donc c'est à prédominance drépanocytaire. Et comment êtes-vous arrivé là? Bon, moi, depuis que j'ai fini à l'université de Kinshasa, je ne travaille que là. Okay. Donc, je ne suis nulle part ailleurs en médecine qu'au centre de médecin directeur. Oui. Médecin directeur, vous êtes j'étais médecin, oui, médecin traitant et chercheur. Okay. Et mon domaine de recherche, c'est la transfusion sanguine. Ok, la transfusion sanguine. Et quand vous dites qu'à 65%, cette année, vous avez plus soigné les enfants atteints de l'anémie, est-ce que nous pouvons comprendre qu'il y a recrudescence de ces cas dans la société congolaise? Bon, là c'est un hôpital de référence, donc tous les cas suspects sont référés. Mais en termes de pourcentage, dans la société congolaise, il y a au moins 2% de la population qui souffre de cette maladie-là. Et il y a au moins 40% qui sont des sujets, comme on dit, porteurs potentiels de la maladie. Donc des sujets à risque. Et s'ils ne font pas attention sur leur parcours, ils peuvent faire des enfants anémiques.
Mais chez nous, localement, si je me base sur les données de 2022, nous avons au moins 17% des cas qui sont des drépanocytes. Sur la totalité des électrophorèses réalisées, donc il y a au moins 17% des patients qui sont des drépanocytaires. Parlez-nous de cette maladie. Généralement, les gens entendent seulement les enfants anémiques, les enfants drépanocytaires. Mais c'est quoi exactement cette complication? La drépanocytose, d'une manière générale, est une maladie du sang. Et cette maladie-là est héréditaire. Et ici, la particularité, c'est que cette maladie se transmet à partir des 2 parents obligatoirement. Donc, un seul parent ne peut pas donner la maladie à l'enfant. Donc, c'est à travers l'union de 2 parents qu'on peut avoir des enfants malades. Ok. Et généralement, ça ne se lit pas. Ça ne se voit pas non plus. Parce qu'un papa peut être physiquement fort, une maman normale, mais curieusement, ils enfantent un enfant atteint de cette complication. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Soit que les parents sont normaux, là, parce que quand on fait l'électrophorèse, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes un sujet normal, donc AA, soit vous êtes un sujet intermédiaire, AS, soit vous êtes malade, SS. Alors si vous êtes un sujet intermédiaire, donc sujet AS, là c'est là où ça pose les problèmes. Ou si vous êtes sujet malade. Donc si je suis AS, comme moi là je suis AS, en réalité je ne suis pas malade. Mais si je ne fais pas attention sur mon parcours, je me marie à un homme AS comme moi, sur nombre des enfants, oui, il y a une probabilité de SS, donc probabilité de 1 enfant sur 4. Alors quand on dit 1 enfant sur 4, c'est un peu compliqué parce que c'est le nombre total des enfants que tu devrais normalement avoir. Si normalement tu devrais avoir 10 enfants, c'est sur les 10. Mais curieusement, il y a des cas où je fais le premier enfant, c'est drépanocytaire, le deuxième, c'est drépanocytaire. Parce qu'en termes de pourcentage, ce n'est pas si le nombre que tu as, mais si le nombre total des enfants que tu devrais avoir normalement. Vous êtes scientifique, on est en République démocratique du Congo. Certains pensent plutôt que ça touche à la sorcellerie. Certains pensent que c'est lié à de mauvais esprits, à des liens familiaux. Non, la maladie est liée à... La maladie n'est pas d'origine mystérieuse, donc c'est par l'ignorance de la population. Avant de se marier, il faut faire l'électrophorèse pour connaître au moins les statuts hémoglobiniques. Mais par défaut, si on ne fait pas, on peut courir ces risques-là. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Mais quand la population dit que c'est la sorcellerie, c'est sur base peut-être de quelques éléments. Parce qu'il y a même des parents, ils vous consultent, ils disent, docteur, moi, ceux qui ont simbi mbongo, oh, me passe. Donc on pense à chaque fois que j'ai l'argent, l'enfant tombe malade. Parce que la morbidité est vraiment élevée. Ce sont des enfants qui sont tout le temps malades. Et à tel point, des coïncidences. Et parfois aussi, comme dans les couples, papa va dire, ma faute, tu vas voir que non, quand l'enfant est malade, il y a famille à moi aussi. Donc dans ce sens-là, qu'on pense que c'est d'origine mystérieuse, mais en réalité, ce n'est pas ignorance de la population. Mais est-ce que c'est facile pour vous, docteur Victorine Ngwalo, de gérer les hommes dans votre centre médical? De gérer les hommes en tant que femme? Avant le mariage? Non, pas avant le mariage. En tant que femme qui gère... dans la gestion? Justement. Oui, je les gère même bien. Parce que je les gère bien. Parce que la vraie stratégie dans la gestion, il faut travailler en équipe. Donner de l'importance à tout le monde, que tout le monde fasse au moins son travail. Je les gère et ça passe. Et ça fait combien d'années que vous êtes à la tête? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans que vous êtes médecin directeur. Et quelles sont les difficultés? Je sais que ce n'est pas facile, c'est un centre qui dépend directement de l'État. Nous savons ce qui se passe quand, je dirais, l'État s'en mêle, quand l'État prend la gestion. Mais comment vous faites pour s'en sortir? Bon, parmi les difficultés, la grande difficulté actuelle, c'est qu'on est sous-logé. Un grand centre qui est sous-logé, ce n'est pas facile, avec une capacité d'accueil très réduite. Donc là, nous avons au moins 43 lits. Mais si
j'essaie de calculer le taux d'occupation des lits par mois, par exemple. Nous sommes autour de 1,2, 1,7. C'est-à-dire 1,2 ou 1,7 malades pour un lit. Donc, c'est très difficile. Ok. Par exemple, je prends 43 lits, mais vous avez soit 70 malades. Comment prendre en charge? Donc, il y a des lits avec deux malades. Vous refusez quand même deux fois de prendre les malades qui viennent ici. Mais on ne peut pas refuser parce que là, il y a le problème de la confiance. Il y a des malades, quand tu demandes comme hier, là, on devrait transférer un malade, mais les malades qui refusent, non, c'est le problème aussi de confiance. Donc on essaie de gérer malgré nous. Vous traitez un grand nombre de malades à je dirais un montant... À une capacité très réduite. Et aussi le montant est abordable, oui. Justement. Mais aussi, il y a un problème qui s'impose, parce que tout à l'heure, là, vous avez évoqué le nombre pléthorique des agents qui sont Comment vous faites pour pallier à ces problèmes? Bon, actuellement, comme on est confiné, là, c'est avec un système rotatif cyclique. Ce n'est pas tout le monde qui travaille au même moment. Okay. On programme, donc, pour la première quinzaine, par exemple, on prend 100 agents et on fait une rotation. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui travaille au même moment. Et en parlant de cette capacité réduite, ça nous ramène à ces chantiers, ces grands chantiers d'ailleurs, initiés par la fondation Denis Nakero Tshisekedi, l'époux du chef de l'État, qui a bien voulu vous mettre dans des conditions, je dirais, favorables, en construisant pour vous cette grande hôpital, un bâtiment qui s'impose. Où en est-on avec cette construction? Vous savez, en matière de la prise en charge des malades en général, il y a 3 aspects. Il y a les personnels qualifiés, il y a les plateaux techniques, puis il y a l'environnement lié au bâtiment, là où on soigne les malades. Mais nous, là, je peux vous assurer qualifiés. Parmi les médecins, au moins 80% des médecins sont des médecins experts en matière de la drépanocytose. Okay. Mais chez nous, là, il y a les bâtiments qui faisaient problème, parce que même avant d'être sous-logés, la capacité était de 59 lits. Et là où nous sommes logés actuellement, c'est à 43 lits. Il y a un problème des bâtiments, des logements, puis il y a les problèmes des équipements, les plateaux techniques, qui est vraiment réduit. Alors, c'est très distingué Première Dame dans sa vision dénommée Plus fort. Il y a aussi la branche santé. Okay. Et c'est dans cette branche santé-là que nous sommes aussi sélectionnés. Et là, vous n'allez pas me demander sur base de quels critères, parce que là, nous, on n'a pas les critères, donc on n'a pas demandé. Donc c'est une grâce, on a été sélectionnés et les travaux évoluent si vite.
comme ça, même bien qu'on est confiné, on est un peu à l'aise parce qu'on sait que bientôt on va rentrer. Et en termes de pourcentage, je peux dire que les travaux sont à 99%. À 99%. Et là-bas, vous aurez quelle capacité d'accueil? Il n'y a pas seulement les bâtiments, il y a aussi les équipements. Donc, l'hôpital est en train d'être équipé à la hauteur d'un hôpital de référence, avec une capacité d'au moins 100 lits. Okay. Donc c'est le double. Oui. À 43 où vous êtes oui, à plus de 100. Okay. À plus de 100 lits. Okay. Mais en attendant, les difficultés que vous rencontrez, parce qu'on est quand même en RDC, c'est vrai que vous faites allusion aux équipements qui ne sont pas adéquats, que vous n'en avez pas, mais en attendant, comment vous faites pour pallier tous ces problèmes? Comment on fait? Parce que c'est tellement spécifique et technique, les enfants que vous traitez, que vous prenez soin, comment vous faites justement pour arriver à, bien que les conditions soient difficiles, bien que les conditions soient difficiles, tous les services sont représentés. Okay. Donc tous les services avec toutes les spécialités, parce que là nous avons toutes les spécialités. On a des pédiatres, des gynécologues, des internistes, toutes les spécialités, les oralistes, toutes les spécialités sont représentées et on essaie avec ces services minimum là d'évoluer. Donc quand tu viens pour un problème de la médecine interne, il y a toujours un interniste là-bas. Bien que les nombres réduits, mais tous les services sont représentés. Une fois je me suis rendu dans cet hôpital, j'ai observé une dame anémique qui a atteint la maturité, bien sûr l'âge de la maturité, et elle était enceinte curieusement. C'est recommandé pour une dame anémique de retomber enceinte, avec tous les risques possibles. Bon, un drépanocytaire est un être humain comme tout le monde, sauf qu'il vit avec beaucoup de la morbidité, donc il est tout le temps malade. Mais c'est une personne comme tout le monde, sauf que tous les malades ne présentent pas les mêmes tableaux. Alors son évolution dépend maintenant de son gynécologue, s'il peut concevoir ou pas. Mais généralement, les drépanocytaires font aussi des enfants. Mais chez nous, là, depuis que je suis là... Mais le risque est élevé. Le risque est élevé, le risque est très élevé. Mais le maximum, c'est 3. Hein. Sauf qu'il y a un cas particulier que j'ai connu, il y a une dame qui est arrivée jusqu'à 5. Mais ce n'est pas facile. Okay. Ce n'est pas facile. Mais ils font des enfants. Difficilement, mais ils ont des enfants. Et parlons de mariage à risque, puisque finalement les conséquences, c'est vous qui je dirais pas qui en bénéficiez, mais au moins c'est vous qui en pâtissez, parce que qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes couples, et surtout à ceux qui désirent se mettre ensemble, qu'est-ce que vous leur conseillez, parce que au lieu que ça soit trop tard, de découvrir dans le mariage à travers un enfant qui est déjà malade, mais qu'est-ce que vous conseillez en tant que spécialiste en adoption? Là, les mots là s'adressent à la population congolaise en général, mais en particulier à la jeunesse congolaise. Parce que, comme vous le savez, la jeunesse est majoritaire dans la population. Au moins 60% de la population est constituée de la jeunesse. Nous, en réalité, on gagne à travers la drépanocytose, parce que quand on soigne les malades, là, on gagne, on est payé pour ça. Mais généralement, nous, on ne conseille pas de devenir malade, parce que ce n'est pas intéressant. Ce que nous disons souvent, c'est quoi? Faire l'électrophorèse pour connaître son statut hémoglobinique ne coûte que 20 000 francs. Chez nous, là, c'est à 20 000 francs. Mais vivre avec un drépanocytaire pour toute la vie, ce n'est pas de l'eau à boire. C'est pas facile. Ça va te coûter toute la vie. Et c'est comme ça, il y a tant de choses, il y a abandon des parents. Donc un parent qui s'y porte, à un moment, il ne peut plus. Donc il y a abandon. Des enfants sont devenus orphelins. Mais en réalité, ils ne sont pas des orphelins. Ils ont des parents, mais abandonnés. C'est pas facile. Donc c'est mieux de faire l'électrophorèse pour connaître au moins son statut hémoglobinique que d'attendre la maladie pour soigner, rester toute la vie malheureux. Donc ce n'est pas intéressant d'avoir des enfants anémiques. Parce que même si nous prenons les coûts annuels de la maladie, c'est entre 500 à 1500 $ pour les traitements. Parce que qu'il soit malade ou pas, il doit consulter. Il y a des infections à bas bruit, donc il est anémique, il y a des camarades, il y a l'hôpital, disons. Donc ils sont tout le temps malades. Les coûts, c'est à 500 à 1500. Là, c'est en dehors de toutes les complications. Mais s'il présente une complication,
Là, c'est plus, ça peut prendre 7 000 $, ça peut même plus. Mais qu'est-ce qui même fait arriver que jusqu'à généralement 20 000. ils atteignent difficilement l'âge de 30 ans, selon certains? Bon, ceux qui sont suivis, actuellement, la vie d'un drépanocytaire, c'est autour de 49 ans. 49 mais ans, toutefois, nous avons Avant, c'était avant 25 ans, hein, mais actuellement, c'est autour de... Espérance de vie, c'est autour de 49 ans. Mais qu'est-ce qu'un drépanocytaire ne doit pas faire? Parce qu'on a connu une personne, drépanocytaire, un ami, qui buvait beaucoup d'alcool, qui fumait beaucoup également. Malheureusement, il n'est plus avec nous. Mais qu'est-ce qu'un drépanocytaire ne doit pas faire? En réalité, il y a ce que nous appelons les règles d'or. C'est-à-dire qu'un drépanocytaire ne peut pas se comporter, bien qu'il est un être humain comme tout le monde, mais il ne peut pas se comporter comme tout le monde. Quand il étudie, il doit signaler que non, voilà mon état, avec soit une attestation médicale, voilà, je suis drépanocytaire. Et il doit boire assez d'eau, donc il a des limites. Il ne peut pas fumer, il ne peut pas faire des gymnastiques difficiles. Donc il y a des règles qu'un drépanocytaire doit suivre. Et il doit chaque mois consulter au moins une fois pour les contrôles. Qu'il soit malade ou pas. Il sait respecter les règles d'or, comme vous le dites là, plus tard, il peut se marier. Il peut se marier et faire des enfants, oui, et faire des enfants. Okay. Et parfois, l'évolution, en tout cas, dépend d'un malade à un autre. Il y en a aussi qui évoluent bien. Il y en a aussi, malgré les traitements, comme on dit, les médecins ont la possibilité, les moyens de soigner, mais pas de la réponse. Hein. Vous posez les mêmes actes, mais l'autre là évolue très bien et l'autre pose problème. Mais s'il reste dans ses règles d'or, il respecte ça, il peut mettre longtemps. Docteur Victorine Ngwalo, on avance peu à peu. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de l'hôpital de centre anémique mixte de Mabanga, médecine mixte. Et ce qui n'est pas facile, vous étiez là-bas toute jeune, vous avez gravi les échelons jusqu'à diriger aujourd'hui, mais vous êtes également une dame. Quand on parle du combat de la lutte, de l'autonomisation de la femme, parce qu'on est pratiquement à la fin du mois de février, le mois de mars est dédié, consacré à la femme, mais quand on parle de l'autonomisation de la femme, vous personnellement, ça vous inspire quoi? Ah, l'autonomisation, parce que là, je suis au moins un exemple vivant. Hein? Donc, quand on parle de l'autonomisation, là, il y a plusieurs choses. La femme doit comprendre, parce que notre élite, c'est au niveau des fonctions, au niveau des emplois, au niveau de ce que nous faisons. Mais ça n'a rien à voir avec la relation en mariage. Hein? Donc, en mariage, là, on est femme. Mais notre élite, c'est vraiment en dehors des couples. Donc tu restes femme, tu restes femme à la maison, puis, mais il faut lutter. Et la lutte là, actuellement, parce qu'avant, c'était mal orienté. Vous savez, même quand nous avons commencé avec l'IFESCO, au début, c'était comment? Donc il y avait des défilés. Hein? Vous partez, on fait des défilés. Non, les défilés vraiment, défilés. Ah, l'équipe telle passe, vous passez. Et après, vous allez quelque part pour manger. On ne défendait rien, on ne comprenait rien. Mais après, on a compris qu'on doit au moins inciter la femme. Parce que si la femme ne comprend pas réellement ce qu'elle doit faire, là, ça ne sert à rien. On dit parité, on dit la lutte, mais on lutte pourquoi? On lutte pour l'autonomisation et cette autonomisation-là, parce que vous savez, d'une manière générale, les hommes meurent rapidement. Hein. Les hommes ne supportent pas trop de stress. Mais petit à petit, nous avons compris, plus tu donnes la main à l'homme, plus tu lui donnes aussi la chance d'évoluer. Parce qu'avant, il y avait des femmes comme ça. Même quand tu viens là pour les transports, il faut attendre les maris. Ah, non, papa, il faut sucrer, il faut faire ça. Mais on a compris que plus nous nous battons, pour la parité, plus on sauve la vie de l'homme. Ah, donc c'est vraiment pour leur donner un coup de main. Mais ce n'est pas une guerre entre les gens. Hein. C'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Et c'est que beaucoup de femmes ne comprennent pas aussi. Mais aux jeunes filles, vous avez tout à l'heure parlé de femmes et jeunes filles des sciences que vous accompagnez, que vous cherchez à ce que... C'est quel conseil vous donnez à cette jeune Parce fille? que nous avons compris quelque chose, que même la représentativité au niveau du gouvernement ou au niveau des emplois est fonction des femmes scientifiques. Ça marche un peu de pair avec les pourcentages des femmes scientifiques. Et c'est comme ça, on lutte pour ça. Parce que la femme, même quand on dit la parité, la femme est plus dans l'informel. Ce n'est pas mauvais.
Mais au moins 67% des femmes sont dans l'informel. Maintenant, nous voulons être représentés réellement. C'est un problème de compétences ou bien c'est un problème de chance, par exemple? Non, là... Elles sont dans l'informel parce qu'elles ne sont pas compétentes à faire ce que les hommes font. Non, c'est l'orientation. Parce que souvent, c'est une mauvaise orientation. Quand on est femme, déjà au niveau des familles, on vous dit, ah non, moi, je suis bien. Ah, moi, je suis la couture. Il y a même des parents comme ça. À Sombeli, il y a déjà machine à coudre. Ah, moi, il faut ça l'esthétique. C'est juste ça. Okay. Ah. Et c'est quoi le message que vous lancez à toutes les jeunes filles qui vous écoutent à ce moment et qui désirent également demain devenir médecin, pourquoi pas gestionnaire d'une grande hôpital aussi? Ah, là, il faut commencer d'abord par étudier et bien s'orienter. L'orientation ne doit pas tenir compte de l'influence parce que mon ami fait l'esthétique, moi aussi je dois faire. Il faut être déterminé. Et c'est comme ça, actuellement, nous sommes dans la fille des sciences parce que la fille doit embrasser les domaines des mathématiques, par exemple, doit embrasser aussi des domaines techniques. Je suis allée une fois à la SNEL, il y a assez de femmes là-bas, mais dans les domaines techniques, il n'y avait que 2 femmes. Si au moins cette grande population-là, il n'y avait que deux femmes, j'avais trouvé ça un peu pas bien. Donc la femme doit bien s'orienter parce que la femme est intelligente. Elle est intelligente. Si elle met vraiment la volonté, elle va bien évoluer. Donc le message est que la femme puisse embrasser aussi les domaines scientifiques pour devenir aussi au moins quelqu'un dans la société. Exactement. Et on tend vers la fin. Et c'est quoi, je dirais, à quand la date de l'inauguration de l'hôpital Mabanga, centre de Yolo, New Look? Bon, par rapport à la date, là, ce n'est pas à moi de fixer ça, mais je vous dis que c'est pour bientôt. Pas comme je vous ai dit que les travaux évoluent déjà à 98 ou 99%. C'est presque fini. Et on vous donne également l'occasion de regarder la caméra, de lancer un message à l'endroit de la première dame qui a initié ces travaux pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Le premier message, c'est-à-dire pour la première fois, je lui avais même dit ça. Moi, depuis que je suis née, c'est ma première fois d'entrer en contact avec une première dame. Là, au moins, c'est un témoignage parce que là, ça dit beaucoup. J'ai quand même pris de l'âge, mais je n'ai jamais été en contact avec une première dame avant. Mais le message, vous savez, c'est que sa très distinguée première dame est en train de faire. C'est un travail qui est un peu hors du commun. Penser aux enfants drépanocytaires, ce n'est pas une vision qui est donnée à tout le monde. Parce que c'est une maladie avec une morbidité vraiment élevée, c'est une maladie orpheline, c'est une maladie avec plusieurs complications et tout ceci dans le contexte d'une chronicité. Donc elle accepte les enfants tels qu'ils sont, malgré la chronicité. Vous savez, avec un enfant drépanocytaire, tu donnes du sang aujourd'hui, tu passes, ah non, je donne $20, demain tu viendras maquiller s'il. Mais malgré tout ceci, sa très distinguée première dame est toujours là pour nous donner la main. Et là, on ne voit pas seulement, parce qu'avec les nouveaux bâtiments, là, il n'y a pas seulement les malades, il y a aussi les agents. Nous allons maintenant travailler dans de bonnes conditions, parce qu'avec un personnel qualifié, mais sans plateau technique, sans un bâtiment. Donc nous lui disons merci, merci de penser à nous. Et elle a vraiment notre soutien. Parce qu'aussi longtemps qu'elle y demeurera, nous serons toujours forts. Merci beaucoup, madame. Je pense que, mesdames et messieurs, vous avez compris, sur ces plateaux, c'était Dr Victorine Ngwalo, c'est elle, notre invitée. Elle est la gestionnaire de l'hôpital de médecine mixte anémie SS, qu'on appelle communément l'hôpital de Mabanga à Yolo. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Vous avez compris le fonctionnement de cette institution, vous avez médical, vous avez compris également comment on traite et on prend en charge des personnes, les drépanocytaires qu'on appelle les anémies SS. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et on se donne suite à notre prochain numéro. Au revoir.